Sous un soleil couchant embrasant l'horizon de la savane burkinabé, un garde du corps reçoit une proposition indécente. 5 millions de dollars pour trahir Ibrahim Traoré. Les teintes orangées se reflétaient sur les terres ocres, tandis qu'un discret convoi de 3 véhicules tout-terrain serpentait sur un chemin poussiéreux. À bord du véhicule central, le capitaine Ibrahim Traoré, président de transition du Burkina Faso, retournait dans sa région natale de Moun. Le jeune officier, âgé de 34 ans, est devenu chef d'État après le renversement du colonel Damiba en septembre 2022, parcourait distraitement des documents relatifs au projet social qu'il venait d'inaugurer, loin des caméras et du protocole habituel. « Nous arrivons dans 20 minutes, Excellence », annonça Youssouf Diallo, son garde du corps principal. Un homme trapu, aux épaules larges et au regard perçant, ancien membre des forces spéciales avant d'être affecté à la protection rapprochée du président. Youssouf était réputé pour sa loyauté inébranlable et son sens aigu de l'observation. Traoré hochera simplement la tête. Contrairement à nombre de ses prédécesseurs, il préférait l'action au discours. Ce voyage secret avait pour objectif de lancer un programme de microcrédit et de formation agricole dans des villages isolés, loin du regard occidental et des ingérences étrangères qu'il dénonçait régulièrement dans ses allocutions. Sa vision d'un Burkina Faso souverain, inspiré par le légendaire Thomas Sankara, trouvait un écho profond auprès de la jeunesse du pays. « Les notables sont prévenus », demanda Traoré, ajustant sa bérette rouge, symbole devenu emblématique de son leadership. « Oui, mais comme vous l'avez demandé, ils pensent que vous êtes simplement un envoyé du ministère. Son identité restera confidentielle jusqu'à votre arrivée, » répondit Youssouf, scrutant les alentours avec l'attention d'un faucon. Le président hocha la tête, satisfait. Son authenticité et son rejet des fastes présidentielles lui avaient valu une popularité sans précédent. Pour beaucoup, il incarnait l'espoir d'une véritable indépendance des anciennes puissances coloniales. Après 3 heures de route, le convoi stoppa aux abords d'un modeste village pour une brève pause. Les hommes s'étirèrent, tandis que Youssouf s'éloigna quelques instants pour vérifier le périmètre, son arme réglementaire soigneusement dissimulée. C'est à ce moment précis que son téléphone vibra dans sa poche. Un message provenant d'un numéro inconnu s'afficha sur l'écran. 5 millions de dollars. « C'est ce que vous recevrez, si vous nous indiquez précisément où se trouve Traoré dans les prochaines 48 heures. Une nouvelle vie vous attend. Un compte offshore à votre nom est déjà ouvert. » Youssouf fronça les sourcils, son visage habituellement impassible trahissant momentanément sa surprise. Ce n'était pas la première tentative de corruption qu'il recevait depuis qu'il protégeait le jeune président. Les gardes rapprochés des chefs d'États africains étaient régulièrement la cible de telles approches, mais le montant proposé atteignait une somme sans précédent. Il effaça immédiatement le message, perturbé, mais décidé à rester fidèle à sa mission et aux valeurs qu'il défendait. En soirée, le convoi atteignit finalement sa destination. Un village modeste où les habitants, prévenus à la dernière minute de la véritable identité de leurs visiteurs, accueillirent Traoré avec une joie sincère, mais contenue. Le président s'entretint longuement avec les agriculteurs locaux, s'enquérant de leurs besoins et de leurs difficultés, prenant des notes dans un petit carnet usé. Après un repas frugal partagé avec les villageois, Traoré se retira dans la case qui lui avait été préparée. Youssouf vérifia méthodiquement les lieux avant de prendre position à l'extérieur. C'est alors qu'il reçut un second message, cette fois accompagné d'une photographie qui lui glaça le sang. Sa sœur, sa jeune sœur, était agenouillée, un fusil à baïonnette pointé sur elle, visiblement terrorisée. Un journal du jour posé sur ses genoux prouvait l'authenticité du cliché. Le sort du monde de Youssouf bascula abruptement. Des années durant, il avait servi sa nation avec une loyauté inébranlable. D'abord, en tant que soldat, il avait combattu les insurgés djihadistes au nord, puis en tant que garde du corps d'un homme en lequel il plaçait une confiance absolue. Or, Tcha était tout ce qui lui restait de sa famille, depuis l'attaque de leur village natal, qui avait coûté la vie à leurs parents. Il l'avait pratiquement élevée seule, redoublant d'efforts pour financer ses études. Elle était devenue institutrice, une fierté pour sa communauté. Un message glaçant avait fait voler en éclats son univers. « Nous détenons ta sœur. Tu as 24 heures pour coopérer. Sinon sa vie est en danger. Aucune négociation possible. Réponds simplement par oui et nous te communiquerons les détails. » La nuit semblait interminable.
Étendu sur son tapis dans l'antichambre de la cabane présidentielle, Youssouf était incapable de trouver le sommeil, torturé par le dilemme impossible qui se dressait devant lui. Les images de sa sœur se mêlaient aux souvenirs de son serment de fidélité à Traoré et à la patrie. À l'aube, les traits tirés par le manque de repos, mais le dos droit, il se dirigea vers la cabane de Traoré pour s'assurer de sa sécurité avant son réveil. Le président dormait paisiblement, ignorant le drame qui se jouait dans l'esprit de son protecteur. Youssouf resta quelques secondes à observer ce jeune homme qui portait sur ses épaules l'espoir de tout un peuple. « Est-il possible que tu me pardonnes un jour ?» murmura-t-il dans l'obscurité avant de s'éclipser silencieusement. À midi, alors que le président s'entretenait avec des responsables locaux concernant la mise en place d'un centre de formation agricole, Youssouf sentit son téléphone vibrer à nouveau. Le message était bref et définitif. « Dernière coordonnée de la chance dans 1 heure, sinon tu ne reverras plus jamais ta sœur vivante. » Le visage de Youssouf, habituellement impassible, trahit pour la première fois une émotion que Traoré, de l'autre côté de la pièce, sembla percevoir. Leurs regards se croisèrent un instant. Dans les yeux du président, Youssouf crut déceler quelque chose d'indéfinissable, comme si, par un mystérieux instinct, Traoré avait compris que son fidèle garde du corps se trouvait soudainement au bord d'un précipice moral dont il ne voyait pas d'issue. La chaleur accablante de l'après-midi n'était rien comparée à la fournaise qui consumait l'âme de Youssouf. Se réfugiant à l'ombre d'un baobab centenaire dont les branches immenses offraient une bouffée d'air frais, il composa fébrilement le numéro d'Osman Kaboré, un ancien frère d'armes devenu officier du renseignement militaire. Les 2 hommes avaient combattu ensemble pendant des années les groupes djihadistes qui menaçaient le nord du pays. Leur lien, forgé dans le sang et la souffrance, était indestructible. Le message qu'il lui envoya était crypté selon un code qu'ils avaient établi lors de leurs années de service commun, une précaution devenue une seconde nature pour des hommes habitués à manipuler des informations sensibles. L'aigle est menacé, le lion bondissant est en cage. Besoin d'une piste sans laisser de traces. La réponse ne tarda pas à arriver. Message reçu. Laissez le téléphone allumé. Ne réponds à aucun inconnu avant que je ne te fasse signe. Youssouf rangea son téléphone et reprit sa position près du bâtiment municipal où Traoré poursuivait sa réunion avec les notables locaux. Son visage ne laissait rien transparaître, mais intérieurement, il était tiraillé entre l'espoir que son ami puisse l'aider et la terreur de ce qui arriverait si les ravisseurs découvraient sa tentative de fuite. 1 heure plus tard, alors que le président Traoré s'entretenait avec des agriculteurs sur des techniques d'irrigation adaptées au climat sahélien de plus en plus aride, Ousmane le rappela avec des informations qui confirmaient les pires craintes de Youssouf. Les ravisseurs étaient des mercenaires étrangers, probablement liés à une organisation basée en Libye qui avait récemment étendu ses opérations vers le sud. Ils agissaient pour le compte d'individus puissants. Divers intérêts convergents, incluant des multinationales minières préoccupées par les nouvelles réglementations imposées par Traoré, ainsi que certains services secrets occidentaux désireux de déstabiliser le régime, se manifestent. D'après nos renseignements, il ne s'agit pas d'une simple tentative d'assassinat, mais bien du prélude à un coup d'État minutieusement orchestré. Youssouf ferma les yeux, absorbant la gravité de la situation qui dépassait largement son drame personnel et celui de sa sœur. Nous avons localisé un campement à la frontière nord, où elle pourrait être détenue, non loin de Djibo. Une équipe est en train de vérifier les informations et de préparer discrètement une opération. Cependant, le temps presse. Si vous cédez immédiatement à leur chantage, ils exécuteront Traoré et votre sœur afin d'éliminer tout témoin. Ces mots confirmèrent ce que Youssouf redoutait instinctivement. Les ravisseurs n'avaient aucun intérêt à laisser de survivants, qu'ils coopèrent ou non. Sa seule chance, ainsi que celle de sa sœur, résidait dans une approche plus subtile. Soudain, le vrombissement d'un moteur attira son attention. Levant les yeux vers le ciel d'azur impitoyable, il aperçut un drone non identifié qui survolait la zone à haute altitude. Sans perdre un instant, il donna l'alerte. Immédiatement, le dispositif de sécurité fut renforcé autour du président. Les gardes prirent position, leurs armes balayant l'horizon, redoublant de vigilance. Un drone de surveillance, probablement, expliqua-t-il brièvement à Traoré, qui fut rapidement conduit dans un lieu sûr.
Nous ne pouvons exclure qu'il s'agisse d'une opération de reconnaissance précédant une attaque. Le président, manifestement habitué à ce genre de situation, ordonna de renforcer la sécurité tout en maintenant le programme prévu. « Nous ne céderons pas à l'intimidation », affirma-t-il. Le soir venu, rassemblés autour d'un feu de camp avec les notables du village, sous un ciel étoilé, Traoré conta des récits de la résistance africaine contre le colonialisme, évoquant avec passion les figures de Sankara, Lumumba et Cabral. Son éloquence captiva l'auditoire, y compris les gardes du corps qui formaient un cercle protecteur autour de lui. Puis, s'adressant directement à Youssouf avec un regard perçant qui semblait sonder son âme, il déclara « Même parmi les plus loyaux, surviennent des épreuves qui mettent à l'épreuve la véritable nature de l'homme. J'espère que vous réussirez le test lorsque celui-ci se présentera. » Ces paroles énigmatiques firent frissonner Youssouf. S'agissait-il d'une simple réflexion philosophique, ou Traoré avait-il été informé de sa situation? Impossible de le déterminer. Le jeune président était connu pour ses déclarations parfois mystérieuses, empreintes d'une sagesse qui semblait dépasser son âge. Cette nuit-là, après avoir assuré une dernière ronde de sécurité et s'être assuré que Traoré reposait en sécurité, Youssouf s'isola pour prendre la décision la plus difficile de sa vie. Après une longue réflexion, il répondit au ravisseur, feignant de céder à son chantage. « J'accepte votre offre, mais j'ai besoin d'une garantie concernant ma sœur. Envoyez-moi une preuve de vie récente et confirmez que la moitié de l'argent a été déposé sur un compte accessible. Ensuite, je vous fournirai les coordonnées exactes et le moment opportun pour agir. » Au mois parallèlement, il informa secrètement le colonel Edraogo, l'officier le plus loyal à Traoré et commandant des forces spéciales, de la menace imminente, sans mentionner son implication ou l'enlèvement de sa sœur. Des indications extrêmement fiables font état d'une tentative d'attaque dans les 72 heures. Je recommande l'extraction discrète du président et la mise en place d'une contre-opération pour déjouer leur probable opération sous fausse bannière. Le plan était risqué, faire croire aux mercenaires qu'ils collaboraient, tout en organisant une contre-embuscade. Si tout se déroulait comme prévu, Traoré serait sain et sauf, sa sœur libérée et les kidnappeurs appréhendés. Ces derniers étaient impatients de voir ce qui pourrait aboutir à la libération. Si le plan échouait, il perdrait son honneur, sa sœur, et la vie de l'homme qu'il s'était juré de protéger. Le lendemain, les ravisseurs diffusèrent une vidéo montrant sa sœur visiblement épuisée, mais vivante, lisant un message préparé. « Mon frère, je t'en supplie, fais ce qu'ils demandent. Ils m'ont promis de me libérer si tu coopères. J'ai peur, Youssouf. Aide-moi, je t'en prie. » Ce message brisa quelque chose en lui. Après s'être assuré que personne ne pouvait l'observer, Youssouf s'effondra derrière un entrepôt, secoué de sanglots silencieux. Pour la première fois depuis des années, celui qui avait bravé la mort tant de fois sur le champ de bataille se sentait totalement impuissant. Pendant ce temps, Traoré observait son protecteur de loin. Son regard trahissait un mélange de compassion et d'attente, comme s'il connaissait intimement la lutte intérieure qui dévastait l'homme qui veillait sur sa vie, et qu'il attendait de voir quelle voie il choisirait. L'aube naissante drapait le village endormi d'un voile rosé, chassant peu à peu les ombres de la nuit. Discrètement, une opération minutieusement orchestrée se mit en branle. Sans ostentation, sans mouvement susceptible d'alerter d'éventuels observateurs, Ibrahim Traoré fut extrait de sa cabane par une équipe d'élite menée en personne par le colonel Edraogo, un vétéran des opérations spéciales réputé pour son sang-froid et sa discrétion. Le président, dissimulé sous les vêtements d'un simple paysan et le visage partiellement masqué par un chèche traditionnel, monta à bord d'une vieille Toyota Hilux à la carrosserie usée. Le véhicule s'éloigna rapidement par une piste secondaire peu fréquentée, soulevant un nuage de poussière ocre dans la lumière matinale. Parallèlement, dans le village, un officier à la morphologie similaire, spécialement entraîné pour ce type de substitution, prit sa place au sein du convoi officiel. Youssouf se tenait délibérément à l'écart de cette extraction, afin de maintenir la crédibilité de son double jeu. Il transmit aux mercenaires des coordonnées précises, non pas celles du véritable Traoré désormais en route vers une base sécurisée, mais celle d'un point situé à 3 kilomètres au nord du village, où une unité des forces spéciales burkinabées attendait, parfaitement camouflée dans la végétation dense de la savane arbustive. Le président quittera le village à 10 heures précises,
écrivit-il dans son message. Son convoi empruntera la route du Nord. La sécurité sera réduite en raison d'une réunion d'urgence dans la capitale qui a mobilisé plusieurs officiers. Le point le plus vulnérable se situe aux coordonnées suivantes, où la route franchit un petit pont au-dessus d'un lit de cours d'eau asséché. La réponse fut immédiate. Message reçu. Votre sœur sera libérée dès confirmation de la transaction réussie. Les fonds seront transférés comme convenu. Youssouf savait que ses promesses ne valaient rien. Une fois Traoré éliminé, sa sœur et lui deviendraient des témoins gênants à faire disparaître. Mais il jouait la montre, gagnant du temps pour permettre aux forces spéciales de se mettre en position. Le piège était refermé. À 10h15, comme prévu, un grondement de moteur annonça l'arrivée d'un commando lourdement armé. 6 hommes à bord de 2 véhicules tout-terrain, manifestement des professionnels aguerris. Leurs mouvements coordonnés et leur discipline révélaient un niveau d'entraînement élevé, confirmant les soupçons d'une opération menée par des mercenaires expérimentés. Ils progressaient avec prudence vers le point indiqué, scrutant les environs à travers leurs lunettes de visée, ignorant que chacun de leurs mouvements était observé par des tireurs d'élite des forces spéciales burkinabées, dissimulés dans les arbres et derrière les rochers environnants. Un drone militaire national, volant à une altitude trop élevée pour être détecté, transmettait des images en temps réel à la base. À 10 km de Youssouf, un poste de commandement mobile, discrètement positionné, permettait d'observer l'opération à travers des jumelles. Le cœur du responsable battait la chamade, sa chemise trempée de sueur. L'enjeu était immense. Si les mercenaires découvraient la supercherie avant d'être neutralisés, ils pourraient recevoir l'ordre d'exécuter sa sœur. En cas d'échec de l'opération, il serait considéré comme un traître par les siens. L'affrontement fut bref, mais d'une violence extrême. Au signal radio du colonel Ouedraogo, les forces spéciales surgirent simultanément de leur cachette, encerclant les assaillants. Des ordres de reddition furent criés. Surpris par cette embuscade imprévue, les mercenaires tentèrent de résister, déclenchant un échange de tirs nourris qui déchira le silence de la savane. C'est à ce moment précis qu'un jeune soldat burkinabé, Amémi, fraîchement sorti des rangs de l'armée, se retrouva exposé aux tirs ennemis, son abri ayant été détruit par un engin explosif. Sans hésiter une seconde, Youssouf se précipita dans sa direction, traversant une zone à découvert sous le feu croisé. Il repoussa violemment le jeune homme derrière un rocher protecteur, mais fut atteint à l'épaule gauche lors de cette manœuvre désespérée. Malgré la douleur lancinante qui irradiait dans tout son corps, il continua à se battre, tirant avec précision de sa main droite jusqu'à ce que le dernier mercenaire soit neutralisé. 4 d'entre eux furent capturés vivants, 2 autres périrent dans l'échange de tirs. La poussière retombait lentement sur le lieu des combats, tandis que les médecins militaires prodiguaient les premiers soins aux blessés. Alors qu'il était transporté vers un véhicule médical, l'épaule bandée pour stopper le saignement, Youssouf entendit distinctement l'un des mercenaires capturés murmurer en français, avec un accent indéfinissable, à mi-chemin entre le slave et le méditerranéen. D'autres viendront. Votre président dérange beaucoup d'intérêts puissants. Ce n'est que le début d'une longue guerre. Ces mots résonnèrent dans son esprit tandis qu'il perdait connaissance, épuisé par la perte de sang et la tension extrême des dernières 48 heures. Sa dernière image fut celle du jeune soldat qu'il avait sauvé, le regardant avec un mélange d'admiration et de gratitude, ignorant tout le tourment moral qui avait précédé cet acte de bravoure. 3 jours plus tard, Youssouf se réveilla dans la section de haute sécurité de l'hôpital militaire de Ouagadougou, sous la garde vigilante de soldats d'élite. Sa blessure n'était pas mortelle, mais nécessitait plusieurs semaines de convalescence. La balle avait traversé le tissu musculaire sans toucher d'artère principale, ni endommager l'articulation. Il avait échappé au pire. Un soulagement pour ses proches qui avaient craint le pire. À son réveil, il découvrit avec surprise Ibrahim Traoré, assis silencieusement à son chevet, lisant un ouvrage de Frantz Fanon, Les damnés de la terre, œuvre emblématique des luttes anticoloniales que le jeune président citait fréquemment dans ses discours. « Excellence », murmura-t-il, peinant à s'exprimer malgré la douleur qui le faisait tressaillir. Traoré leva la main pour l'interrompre. « Reposez-vous, vous en avez déjà fait assez. » Un silence pesant s'installa entre les 2 hommes. Le bruit des moniteurs médicaux et les conversations distantes dans le couloir semblaient amplifiés dans cette pièce où un moment de vérité se déroulait entre le chef d'un pays
et l'homme qui s'était dressé pour le protéger, au péril de sa vie. Finalement, le président prit la main de son garde du corps et prononça ces mots qui resteraient gravés à jamais dans la mémoire de Youssouf. Vous avez affronté le pire ennemi qu'un homme puisse rencontrer, la peur. Non pas la peur de mourir, que tout soldat apprend à maîtriser, mais la peur de perdre ce que l'on aime. C'est l'épreuve ultime de la loyauté. Vous saviez, balbutia Youssouf, stupéfait par cette révélation. Les services de renseignement ont intercepté les premiers messages peu après que vous les ayez reçus. J'ai demandé qu'il lui soit permis de faire son choix sans contrainte. J'ai placé ma confiance en vous, et il était impératif de vérifier si cette confiance était justifiée. Des larmes perlèrent aux yeux du garde du corps, un mélange d'apaisement et de honte poignante. Et, chose rare, un sourire détendit les traits habituellement graves de Traoré. Elle est en sécurité. Une unité d'élite des forces spéciales l'a libérée hier soir d'un campement situé à la frontière malienne. Elle est actuellement sous surveillance médicale à l'hôpital de Bobo-Dioulasso. Vous pourrez la voir dès que son état de santé le permettra. Submergé par l'émotion et le remords tenace d'avoir même envisagé de trahir sa mission, Youssouf saisit une enveloppe froissée qu'il avait demandé à une infirmière de préparer durant un bref moment de lucidité précédant cette visite. Ma lettre de démission, Excellence. J'ai manqué à mon devoir. Pendant quelques heures, j'ai songé à vous trahir. Je ne mérite plus votre confiance, ni l'honneur de veiller sur vous. Le président Traoré prit la lettre, l'examina un instant, puis la déchira lentement en menus fragments, qu'il laissa tomber dans la corbeille à papier près du lit. Refusez. Vous êtes plus indispensable que jamais. L'épreuve que vous avez traversée vous rendra plus fort et plus vigilant. L'homme parfait n'existe pas, Youssouf. Il n'existe que ceux qui, face à l'abîme, font le bon choix, malgré la peur et le doute. Les jours qui suivirent furent marqués par une intense activité au sein des services de renseignement burkinabés, dont les locaux sécurisés devinrent le centre névralgique d'une analyse approfondie et d'une opération de contre-espionnage de grande envergure. Les téléphones et le matériel confisqués aux mercenaires capturés se révélèrent être une source inépuisable d'informations, dévoilant progressivement les contours d'un vaste réseau international œuvrant à la déstabilisation non seulement du Burkina Faso, mais également de plusieurs États africains ayant récemment adopté des positions souverainistes et revendiquant un contrôle accru sur leurs richesses naturelles. Dans la salle de crise du palais présidentiel, dont les fenêtres blindées filtraient la lumière vive du soleil tropical, Ibrahim Traoré écoutait attentivement le rapport détaillé du chef des services secrets, le colonel Lomé, un vétéran dont la loyauté envers le pays était incontestable. Nous avons formellement identifié les commanditaires. Excellence. Il s'agit d'un consortium regroupant des intérêts occidentaux lésés par vos nouvelles réglementations sur l'extraction de l'or, des réseaux d'influence néocoloniaux basés en Europe, et certains services de renseignement étrangers que je ne citerai pas explicitement pour des raisons diplomatiques évidentes. Leurs communications mentionnent explicitement l'objectif de restaurer l'ancien ordre et de sécuriser des actifs stratégiques au Burkina Faso. Le président, vêtu d'un uniforme sobre, sans décoration ostentatoire, examinait avec minutie les documents étalés devant lui sur la longue table en acajou. Des organigrammes complexes, des relevés de transactions bancaires internationales, des transcriptions d'appels téléphoniques interceptés. Plusieurs noms de personnalités politiques et d'hommes d'affaires influents apparaissaient, dont certains étaient des figures incontournables des relations afro-européennes, régulièrement conviés à des forums économiques et des sommets internationaux. Et concernant l'enlèvement de la sœur de Youssouf, demanda Traoré, dont le regard s'était durci à l'évocation de cette tactique particulièrement abjecte. Le colonel Lomé fit défiler plusieurs documents sur sa tablette sécurisée avant de répondre. Une opération ciblée, préparée depuis au moins 4 mois. Ils ont mené un travail de renseignement approfondi, établissant des profils et des évaluations psychologiques détaillées de tous vos collaborateurs proches afin d'identifier leurs vulnérabilités respectives. Youssouf était considéré comme votre garde du corps le plus loyal, et donc le plus important à compromettre. L'enlèvement de sa sœur n'était que la première phase d'une opération plus vaste, visant à isoler progressivement la présidence de ses soutiens les plus fidèles. Traoré resta silencieux un long moment.
son regard se posant sur la grande carte de l'Afrique accrochée au mur, où des épingles colorées marquèrent les points stratégiques du continent. Il prit une résolution qui sidéra son entourage, y compris ses plus fidèles conseillers. Organiser une conférence de presse internationale le lendemain à midi. « Nous allons tout révéler », avait-il annoncé. Ses conseillers tentèrent immédiatement de le dissuader, soulignant les risques diplomatiques majeurs et les possibles représailles économiques à l'encontre d'un pays déjà fragilisé par des sanctions internationales et une instabilité régionale. Le ministre des Affaires étrangères exprima notamment sa vive inquiétude quant au sort de plusieurs accords commerciaux en cours de négociation, qui risquèrent d'être compromis. Mais le jeune président resta inflexible, tapotant légèrement la table du plat de la main pour signifier que sa décision était irrévocable. Le silence et les compromis sont précisément les outils de notre asservissement collectif. Nous avons trop longtemps accepté de nous soumettre à la peur des conséquences. Notre force réside désormais dans la vérité exposée au grand jour et dans la solidarité panafricaine que cette vérité engendrera. 3 jours plus tard, après une préparation minutieuse et la mise en place d'un dispositif de sécurité renforcé, Traoré se présenta devant une assemblée de journalistes venus du monde entier, dans la salle de conférence du palais présidentiel. L'annonce de révélations importantes concernant une tentative de déstabilisation du régime avait attiré les médias internationaux, curieux de comprendre le contexte de cette affaire aux ramifications géopolitiques évidentes. Derrière un écran de télévision installé dans sa chambre de l'hôpital militaire, Youssouf suivait l'événement avec appréhension, redoutant d'être publiquement désigné comme le maillon faible qui avait failli compromettre la sécurité nationale. Sa blessure lui faisait moins mal que la honte qui continuait de le ronger, malgré les paroles rassurantes de Traoré. Avec un calme impressionnant qui contrastait avec sa jeunesse, Traoré exposa méthodiquement les preuves de la conspiration, projetant à l'écran des documents et des enregistrements audio pour étayer ses accusations. Sans nommer explicitement certaines puissances étrangères, il laissa cependant les faits parler d'eux-mêmes, démontrant l'existence d'un réseau transnational déterminé à renverser les gouvernements africains qui osent défier l'ordre économique mondial établi depuis les indépendances. Les tentatives de déstabilisation ne sont pas nouvelles, affirma-t-il, mais leur sophistication et leur coordination internationale révèlent l'ampleur de ce qui est réellement en jeu. Notre droit fondamental à déterminer notre propre avenir économique et politique sans ingérence extérieure. À la fin de sa présentation rigoureuse, qui dura près d'1 heure sans qu'un seul journaliste ne quitte la salle, tant ils étaient captivés par la précision des informations révélées, un correspondant de la BBC posa la question que beaucoup se posaient, « Monsieur le Président, les documents que vous avez présentés suggèrent que l'un de vos gardes du corps a été approché et a momentanément semblé collaborer avec vos adversaires. Pourtant, il semble toujours bénéficier de votre confiance. Comment expliquez-vous cette apparente contradiction ?» Un murmure parcourut l'assemblée tandis que Youssouf retenait son souffle dans sa chambre d'hôpital. Son nom n'avait pas encore été prononcé publiquement, mais il savait que ce n'était qu'une question de minutes avant que son identité ne soit révélée, avec toutes les conséquences que cela impliquerait pour sa réputation et sa carrière. La réponse de Traoré, donnée d'une voix claire et posée, fut retransmise en direct sur tout le continent africain. La véritable loyauté n'est pas l'absence de doute ou de tentation. C'est la capacité de résister à cette tentation malgré les conséquences. Mon garde du corps, le capitaine Youssouf Diallo, n'a pas trahi sa patrie. Il a participé au démasquement de ceux qui cherchent à nous asservir, au péril de sa vie et de celle de sa famille. Sa sœur a été kidnappée et menacée de mort. Face à ce dilemme inhumain, il a trouvé un moyen de protéger à la fois sa famille et son pays. Cet homme incarne les valeurs de sacrifice et d'intelligence stratégique dont notre continent a besoin pour se libérer. Dans les jours qui suivirent, l'épopée de Youssouf connut une diffusion virale sur les réseaux sociaux africains, transcendant les frontières nationales souvent artificielles, héritées de la colonisation. Des témoignages de soutien affluèrent de tout le continent, saluant l'homme que la presse panafricaine avait surnommé celui qui a refusé 5 millions pour sauver son âme. Des débats passionnés jaillirent dans les universités et les médias, portant sur les notions de loyauté, d'éthique en politique et de résistance aux pressions extérieures. Intellectuels et leaders d'opinion virent dans cette histoire un symbole puissant de la nouvelle génération africaine, déterminée à défendre ses intérêts avec intransigeance.
une chaîne de télévision panafricaine basée à Dakar annonça la production d'un documentaire retraçant cette aventure extraordinaire, intitulé « Le prix de la dignité ». Youssouf, fidèle à sa nature réservée et à son éthique professionnelle, déclina poliment toutes les demandes d'interview et les propositions commerciales qui commencèrent à affluer. Il préféra se consacrer à sa convalescence, puis à la formation des jeunes recrues de la garde présidentielle. Traoré lui confia personnellement cette nouvelle mission. Transmettre non seulement les techniques de protection physique, mais aussi les valeurs morales et la résilience psychologique nécessaires pour résister aux pressions de la corruption et aux manipulations étrangères qui ne manqueraient pas de cibler les proches des dirigeants souverainistes africains. Parallèlement, dans l'ombre, un général connu pour son opposition à Traoré et ses liens avec l'ancienne puissance coloniale tenta de ternir la réputation de Youssouf. Il insinua, dans les cercles militaires influents, que Youssouf avait réellement envisagé de trahir le président avant de se raviser par simple opportunisme lorsqu'il comprit que le piège se refermait. Cette tentative de déstabilisation échoua de manière spectaculaire. Youssouf, qui avait anticipé cette manœuvre, révéla des preuves soigneusement conservées, démontrant que ce même général entretenait des relations obscures avec certaines ambassades étrangères. Des relevés bancaires, des enregistrements téléphoniques et des témoignages accablants conduisirent à l'arrestation discrète, mais ferme, du général et de plusieurs de ses complices. Le message était clair. La nouvelle génération de dirigeants burkinabés, incarnée par Traoré et ses partisans, ne tolérerait plus les vieilles pratiques de corruption et d'ingérence extérieure qui maintenaient le continent dans un état de dépendance depuis les indépendances formelles. Une page de l'histoire africaine semblait se tourner, lentement, mais inexorablement. Dans sa chambre d'hôpital, contemplant le ciel étoilé de Ouagadougou à travers sa fenêtre, Youssouf méditait sur les événements extraordinaires des derniers jours. Sa sœur et son chat, désormais en sécurité, lui avaient rendu visite. Leurs retrouvailles, marquées par des larmes de joie et un soulagement intense d'avoir échappé ensemble à ce qui aurait pu être une tragédie familiale. Dans leurs regards, une promesse silencieuse avait été échangée, transformer cette épreuve en force, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tous ceux qui, comme eux, aspiraient à une Afrique véritablement libre et digne. 3 années s'étaient écoulées depuis la tentative d'assassinat déjouée. Le soleil éclatant de Ouagadougou illuminait vivement la façade moderne d'un édifice inauguré ce jour-là, au cœur d'un quartier populaire de la capitale. Sur le fronton, des lettres dorées proclamaient « Crétcha Diallo, centre de protection des victimes de la traite et des enlèvements ». L'architecture sobre, mais élégante, conçue par un jeune architecte burkinabé formé localement, alliait harmonieusement tradition vernaculaire et innovation contemporaine. À l'intérieur, la sœur de Youssouf, désormais directrice de cette structure financée par un savant mélange de fonds gouvernementaux et de dons privés strictement africains, accueillait les premières familles touchées par des drames similaires aux siens. Son visage, autrefois marqué par le traumatisme de l'enlèvement, irradiait désormais une détermination sereine et une profonde compassion pour ceux qui traversaient les mêmes épreuves qu'elle avait vécues. Son expérience douloureuse s'était muée en un engagement indéfectible. Au cours de ses 2 premières années d'existence, initialement sous la forme d'une association informelle, puis en tant que centre institutionnalisé, l'organisation a secouru plus de 50 otages et apporté une aide juridique, psychologique et sociale à des centaines de victimes et à leurs familles. Sa fondatrice explique « Nous transformons la douleur en action. Chaque personne qui franchit nos portes n'est pas seulement une victime à secourir, mais un agent de changement potentiel que nous accompagnons vers la guérison et l'autonomisation. » À quelques kilomètres de là, dans une ancienne caserne militaire entièrement rénovée et modernisée, Youssouf supervise personnellement la formation d'une nouvelle promotion de l'Académie de la sécurité éthique, une institution unique qu'il a fondée avec le soutien indéfectible du président Traoré. La réputation de cette académie s'est rapidement étendue au-delà des frontières du Burkina Faso, et elle accueille désormais de jeunes recrues de toute l'Afrique de l'Ouest, et même d'autres régions. Elles y reçoivent une formation aux techniques de protection et de renseignement les plus avancées, ainsi qu'aux principes éthiques et philosophiques qui doivent guider leur action. La vraie sécurité n'est pas celle qui protège les palais présidentiels ou les intérêts d'une élite, répète-t-il souvent à ses élèves, pendant les cours d'éthique qu'il tient à donner lui-même.
malgré ses nombreuses responsabilités. C'est celle qui préserve la dignité des peuples et leurs droits fondamentaux à l'autodétermination face aux menaces intérieures et extérieures. Le programme de formation, initialement controversé dans certains milieux militaires traditionnels, attaché à une vision plus étroite de la sécurité nationale, a rapidement acquis une reconnaissance internationale, notamment auprès d'organisations comme l'Union africaine, qui a commencé à intégrer certains de ces modules dans sa propre formation. Plusieurs pays africains, en particulier ceux qui ont récemment connu des transitions politiques similaires à celle du Burkina Faso, envoient désormais leurs meilleurs éléments se former pour devenir ce qu'ils appellent respectueusement le gardien incorruptible. Ce jour-là, un événement exceptionnel se déroule à Ouagadougou, coïncidant délibérément avec l'inauguration du centre Aïcha Diallo. Dans le cadre de la session extraordinaire de l'Union africaine sur la souveraineté et la sécurité continentale, Ibrahim Traoré a organisé une cérémonie spéciale au Palais des Sports rénové, en présence de plusieurs chefs d'État africains, partageant sa vision panafricaniste. L'immense salle est comble, accueillant non seulement des dignitaires et des diplomates, mais aussi des milliers de citoyens ordinaires, en particulier des jeunes venus participer à ce moment historique. L'atmosphère vibre d'une énergie palpable, un mélange d'espoir, de fierté collective et nationale qui transcende les divisions politiques internes. Devant cette assemblée et les caméras de télévision retransmettant l'événement dans toute l'Afrique et au-delà, le président, dont l'autorité morale s'est considérablement renforcée depuis la révélation de la conspiration, appelle Youssouf à le rejoindre sur scène. Aujourd'hui, nous honorons non pas un héros de la guerre conventionnelle, mais un héros de la conscience. Un homme qui, confronté au choix le plus douloureux qu'un être humain puisse affronter, choisir entre sa famille et sa patrie, a refusé cette fausse dichotomie imposée par ceux qui veulent nous diviser et nous rendre vulnérables. Il a trouvé une troisième voie, celle de l'intelligence stratégique mise au service de valeurs inébranlables. Toute la salle se lève pour une ovation debout qui semble ne pas vouloir finir. Des jeunes brandissent des portraits de Youssouf, devenu un symbole d'intégrité pour toute une génération en quête de modèles authentiques. Certains portent des t-shirts avec l'inscription 5 millions, non merci. L'inestimable valeur de ma dignité. Visiblement ému, mais d'une sobriété inébranlable, l'impeccable uniforme du garde du corps contenait son émotion face à cette reconnaissance collective qu'il n'avait jamais recherchée. Au cours des semaines qui suivirent, des flots de lettres et de messages affluèrent de tout le continent, adressés simplement aux témoins de Youssouf, Ouagadougou, témoignant de sa notoriété désormais continentale. Les services postaux burkinabés durent créer un service spécial pour gérer ce courrier extraordinaire. Des témoignages poignants de citoyens ordinaires exprimaient comment son exemple les avait inspirés dans leurs propres dilemmes moraux quotidiens. « Votre histoire m'a donné le courage de refuser un pot de vin qui aurait compromis la sécurité alimentaire de mon village », écrivit un fonctionnaire tanzanien. « J'ai donné à mon fils le nom de Youssouf afin qu'il grandisse avec les mêmes valeurs que vous », partagea une jeune mère sénégalaise. « Vous nous avez enseigné ce qu'est réellement le courage, non pas l'absence de peur, mais la détermination d'agir correctement malgré la peur », philosopha un étudiant nigérien. Parmi ces milliers de messages, un dessin maladroit d'enfant représentant un homme en uniforme protégeant à la fois une famille et un drapeau, accompagné de ces simples mots « Je veux être comme vous quand je serai grand ». Cette lettre, venue d'un petit village du Mali, fut encadrée par Youssouf et placée dans son bureau, en guise de rappel constant de la responsabilité qui accompagnait désormais son statut de figure exemplaire. Lors d'une conférence panafricaine sur la gouvernance et la souveraineté, organisée à l'université de Ouagadougou, désormais rebaptisée Université Thomas Sankara, Traoré prononça un discours qui résonna bien au-delà des frontières de son pays et marqua une étape importante dans l'articulation d'une nouvelle vision politique pour le continent. L'Afrique a besoin de plus de Youssouf, d'hommes et de femmes qui, face aux pressions extérieures et aux tentations personnelles, choisissent la voie difficile de l'intégrité, non pas par une rigidité morale stérile, mais par une compréhension profonde que notre libération collective exige des décisions individuelles courageuses. Notre continent ne souffre pas d'un manque de ressources naturelles ou de talents humains exceptionnels, mais d'un déficit historique d'exemples moraux incarnés qui démontrent concrètement que résister est possible, mais que céder n'est pas inévitable. Chaque Africain qui refuse la corruption,
qu'elle soit financière ou intellectuelle, devient un phare d'espoir pour les générations futures. Dans l'enceinte d'une base militaire de Ouagadougou, à l'initiative discrète de jeunes officiers formés à l'Académie de sécurité éthique, une modeste statue fut érigée sans cérémonie officielle. Un simple soldat y demeure, vigilant mais serein, avec cette inscription gravée dans le bronze. La loyauté ne s'achète pas. Youssouf, désormais quinquagénaire mais toujours vigoureux, refusa d'assister à cette inauguration. Fidèle à sa conviction que les honneurs personnels ne devaient jamais devenir une fin en soi, il continua sa mission, tout en cultivant une discrétion quasi légendaire qui contrastait avec sa notoriété grandissante. Refusant systématiquement toutes les distinctions officielles et les postes de prestige qui lui étaient régulièrement offerts, y compris des propositions ministérielles, il préféra sillonner incognito les rues des villes et villages du Burkina Faso, observant les mutations graduelles de son pays. Parfois, on le croisait anonymement, venant en aide aux personnes nécessiteuses, sans jamais révéler son identité. Pour beaucoup, il était simplement un ancien soldat au regard bienveillant et aux manières courtoises, et non le visage presque mythique célébré dans les manuels scolaires et les chansons populaires que les griots modernes avaient composées en son honneur. Un soir, alors qu'il déambulait dans les rues animées de Ouagadougou, profitant de la relative fraîcheur qui descendait sur la ville après une journée torride, il remarqua un jeune soldat assis seul sur un banc public, visiblement tourmenté. S'approchant lentement, pour ne pas l'effrayer, Youssouf engagea naturellement la conversation. Dans l'obscurité d'une nuit étoilée, Youssouf, figure emblématique du Burkina Faso, s'entretint avec un jeune soldat troublé. La conversation révéla que ce dernier était confronté à un grave cas de conscience. Sa hiérarchie exerçait sur lui une pression intense pour qu'il falsifie des rapports de sécurité. Cette manipulation aurait permis de dissimuler des détournements de fonds, initialement destinés à l'équipement des troupes engagées dans la lutte contre les insurgés djihadistes au nord du pays. Youssouf, après avoir écouté attentivement et sans porter de jugement, prononça des paroles simples mais profondes, résumant toute la philosophie de vie qu'il avait forgée dans l'épreuve. « Jeune homme, vous avez toujours le choix. Même lorsque tous les chemins semblent obstrués, il existe toujours une voie, celle de l'honneur. La question n'est pas de savoir si cette voie existe, mais plutôt de savoir si vous avez le courage de l'écouter et la sagesse de comprendre que les sacrifices et les conséquences immédiates qu'elle entraîne sont infiniment préférables au poids accablant du remords qui vous suivra toute votre vie si vous choisissez la voie de la facilité. » Le jeune soldat, ignorant l'identité de son interlocuteur dans la pénombre de la nuit, inclina la tête, touché par la sagesse profonde qui émanait de ces mots. Il ne savait pas que cette rencontre fortuite avec la légende vivante qu'était devenue Youssouf marquerait le début de sa propre transformation, perpétuant ainsi un héritage de courage et d'intégrité qui continuerait à éclairer l'avenir du Burkina Faso et de l'Afrique dans son ensemble. Car, au-delà des monuments et des célébrations officielles, le véritable héritage de Youssouf résidait dans ses instants invisibles, ses échanges improvisés, ses décisions quotidiennes prises par d'innombrables individus ordinaires, inspirés par son exemple. Telle une flamme se propageant de foyer en foyer, l'étincelle qu'il avait allumée dans un moment de crise personnelle s'était progressivement transformée en un brasier collectif, illuminant le chemin vers une Afrique véritablement souveraine, non seulement sur le plan politique, mais aussi et surtout sur le plan moral. Dans le bureau présidentiel, Ibrahim Traoré contemplait une photographie encadrée le montrant aux côtés de Youssouf, lors de la cérémonie d'inauguration de l'Académie de sécurité éthique. Un sourire rare adoucissait son visage habituellement austère, tandis qu'il murmurait pour lui-même « Thomas serait fier de nous ». La référence à Sankara, le leader révolutionnaire assassiné dont il se disait l'héritier spirituel, n'était pas fortuite. L'action extraordinaire de Youssouf Traoré confirmait que les idéaux de justice, de dignité et d'indépendance pour lesquels Sankara avait donné sa vie n'avaient pas disparu avec lui. Il s'était simplement transformé, adapté, et avait trouvé aujourd'hui de nouveaux porteurs, prêts à poursuivre le combat par d'autres moyens. L'histoire de Youssouf, cet homme qui avait refusé 5 millions de dollars pour rester fidèle à ses valeurs, était ainsi devenue bien plus qu'une simple anecdote héroïque dans l'histoire tourmentée du Burkina Faso.
Elle incarnait la possibilité même d'une renaissance africaine fondée non pas sur des idéologies importées ou des modèles étrangers, mais sur une intégrité fondamentale retrouvée, érigée en pierre angulaire de toute transformation sociale authentique et durable. Le chemin sera long, avait déclaré Youssouf un jour à ses élèves. Mais chaque pas sincère nous rapproche d'un destin qui en vaut la peine. Cette profonde simplicité, cette patience stratégique alliée à une détermination inébranlable, définissait désormais l'état d'esprit d'une génération résolue à écrire un nouveau chapitre de l'histoire africaine. Un chapitre où la trahison ne serait plus une fatalité, mais un choix consciemment refusé, malgré toutes les tentations.